Notre dernier orateur de la journée, Jean-Michel Soubérou. Alors Jean-Michel Soubérou, je sors mes notes. Agréé. Donc, voilà. Donc Jean-Michel Soubérou est directeur adjoint scientifique de la direction de la climatologie et des services climatiques de Météo France. Il est en particulier expert de la caractérisation et de l'étude des sécheresses. À ce sujet, il était le coordinateur d'un programme qui, m'a-t-il dit, s'est terminé il y a 10 ans, qui s'appelle ClimSec, et l'impact des changements climatiques en France sur la sécheresse et l'eau du sol. Il va nous parler avec les résultats de DRIAS. Alors, moi, tu me diras ce que c'est que DRIAS. C'est mieux que moi. Ok, écoutez, merci pour l'introduction. Et puis, bonsoir vous tous. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Les présentations précédentes ont été vraiment très intéressantes. Donc, je vais essayer de vous intéresser aussi sur la question du climat et de l'eau, avec peut-être quelque chose qui sera peut-être plus facile. Enfin, moi, j'ai fait une présentation précédente aussi qui était très riche pour suivre. Donc, peut-être la question du climat, peut-être elle est aujourd'hui plus populaire, en tout cas plus abordée dans l'actualité, donc peut-être plus simple. Alors donc oui, donc moi je travaille donc à Météo France, donc à la direction de la climatologie et des services climatiques, et donc avec finalement comme objectif deux objectifs principaux, donc améliorer la connaissance sur le changement climatique observé aujourd'hui, parce que donc on y est déjà pleinement. Et puis décrire les climats futurs, et puis aussi un autre aspect, donc c'est les services climatiques, c'est-à-dire donc de produire des données climatiques qui soient utiles pour la décision, pour l'adaptation. Et voilà, donc c'est aussi voilà, ce que je vais vous montrer. Donc le portail DRIAS qui a été évoqué, donc là aussi c'est des choses qui ne sont pas tout à fait nouvelles, puisque donc ça vient du premier plan national d'adaptation au changement climatique, donc en 2011. Et donc, ce qu'avaient décidé les autorités, c'était qu'il fallait que les données climatiques qui étaient produites par la recherche, elles soient mises à disposition facilement des décideurs, des bureaux d'études, des collectivités, pour engager donc, les plans d'action, les plans de climat notamment. Et donc, ce portail DRIAS, donc, il met à disposition ces données. Et il met également, donc il y a aussi un espace pour accompagner l'utilisation de ces données, parce que ces données climatiques, si elles n'étaient pas utilisées à ce moment-là, c'est parce qu'elles ne sont pas forcément très faciles à utiliser. Donc il y a une distance, finalement, il y a un gap entre la donnée qui est produite par les modèles de climat et la donnée qui est utile ensuite pour l'action. Et donc voilà, donc c'est vraiment notre challenge, on va dire, scientifique du climat, d'essayer de réduire cela et que les données qui sont produites, elles soient suffisamment proches des besoins pour l'action. Alors donc dans mon titre, moi j'ai mis les futurs du climat, alors pour rappeler bien sûr qu'il y a des incertitudes, et des incertitudes qui dépendent beaucoup des périodes temporelles que l'on veut considérer, donc d'ici 2050. Alors on parle beaucoup d'inertie climatique. Aujourd'hui, le GIEC a été très précis là-dessus, pour dire que l'inertie, c'est surtout l'inertie de nos systèmes socio-économiques, parce que dès que l'on arrête d'avoir un bilan positif en termes d'émissions de CO2, ben, la température elle arrête d'augmenter. Par contre, ce que l'on voit, c'est que vu le niveau où on est aujourd'hui, on a du mal à imaginer que d'ici 2050, on ait atteint ce niveau de neutralité, même si certains pays l'affichent. Voilà. Et donc, voilà. Puis donc, nouvelle simulation climatique et DRIAS 2020, puisque donc il y a un nouveau jeu de données dont je vais vous parler, qui a été produit l'an dernier. Alors, donc ma présentation, donc, elle va être finalement assez classique, et je vais revenir sur le 6e rapport du GIEC qui a été donc produit ce mois d'août dernier, et avec des messages très forts et cette volonté vraiment d'éclairer le débat et que finalement donc il y a certains points qui soient des choses qui soient acquises finalement pour lancer la vraie réflexion sur l'atténuation et l'adaptation, et que l'on continue pas donc à poser des questions qui aujourd'hui ont été démontrées du point de vue scientifique. Et puis ensuite je viendrai sur des aspects plus français, donc où est-ce qu'on en est du changement climatique en France,
Donc quel futur pour le climat, donc à partir donc, des projections Trias qui ont été produites donc, en 2020. Et puis, donc, et qu'est-ce qu'on peut dire sur l'eau, puisque donc il y a de nouveaux projets qui démarrent pour préciser finalement l'évolution de la ressource en eau en France. Et donc ça va être des éléments importants de connaissance qui vont être produits l'année prochaine. Alors, commençons donc par le 6e rapport du GIEC. Et voilà, donc des messages forts comme le GIEC sait les produire. Et donc, les changements climatiques récents sont généralisés, ils sont rapides, ils s'intensifient et ils sont sans précédent depuis des milliers d'années. Alors donc, comment est-ce que l'on sait qu'ils sont sans précédent depuis des milliers d'années? Bon, c'est tous les travaux de carottage donc, des calottes polaires, hein, et donc qui nous montrent aujourd'hui, donc aujourd'hui on sait que l'on a la concentration de CO2, elle a dépassé les 410 parties par million, qu'elle est en hausse de 50% depuis l'ère pré-industrielle, c'est quand même tout à fait considérable, et qu'elle est inédite depuis au moins 800 000 ans, donc dans nos enregistrements de glace. Donc on est vraiment sur quelque chose qui appelle vraiment à la prise de conscience du caractère exceptionnel et grave de la situation. Alors, là aussi, donc, un débat qui avait eu lieu au début des années 2000, qui aujourd'hui donc, est aujourd'hui complètement tranché, donc c'est l'influence humaine qui a réchauffé le climat. Donc dans le dernier rapport du GIEC, donc, il y a de nouveaux graphiques, de nouvelles illustrations qui permettent d'expliquer tout ça. Donc ce qui est affiché ici, c'est la courbe des températures. Donc, vous voyez, donc depuis 1850, donc la période de référence pour le GIEC, c'est la période 1850-1900. Donc là, ce sont les températures mondiales. Et puis ensuite, donc, il les compare par rapport à la période 2011-2020, la dernière décennie. Donc, voilà. Et donc ce que l'on voit, c'est que l'observation, elle est de plus 1,1, donc avec une barre d'incertitude d'un peu plus d'un dixième de degré. L'influence humaine, donc, qui a été issue de modélisation, donc, elle est du même ordre de grandeur, hein, donc, ce qui permet de dire que c'est bien l'influence humaine qui explique ce réchauffement du climat. Et donc ce qui est nouveau dans les travaux qui ont été publiés, c'est aussi de distinguer la partie qui est liée donc, à nos émissions de gaz à effet de serre, qui est en fait supérieure, qui vaut 1,5 degré sur cette période-là, et le refroidissement dû aux aérosols. Puisque donc, il faut, notamment nos activités industrielles, donc elles émettent un certain nombre de poussières ou de gaz qui peuvent donc renvoyer les rayonnements solaires et avoir un effet refroidissant. Alors c'est le cas aussi des éruptions volcaniques, mais les éruptions volcaniques, ça dure elles sont ponctuelles et donc elles ont un effet de refroidissement sur 1 à 2 ans maximum. Les aérosols, ce sont des aérosols liés donc, aux activités humaines et elles sont continues. Alors d'ailleurs, ce qui est aussi remarquable, c'est de dire que le réchauffement rapide qu'on a connu dans les années 80 dans l'hémisphère nord, il est aujourd'hui démontré que c'est lié au Clean Act au niveau des États-Unis, des politiques donc d'avoir une industrie plus propre en Europe, qui a réduit donc les aérosols. Et quand on réduit les aérosols, mécaniquement, on se retrouve avec les effets de la concentration de CO2 de l'atmosphère et le climat se réchauffe. Donc vous voyez qu'on a en fait encore une petite, j'allais dire, bombe à retardissement. Mais bon, enfin en tout cas, donc on a encore 0,4 degrés là qui sont liés aux aérosols. Donc il y a beaucoup d'aérosols dans l'industrie, les industries polluantes qui sont en Chine, qui sont en Asie du Sud-Est de manière générale. Et donc elles ont un effet refroidissant. Donc sinon le réchauffement serait encore plus fort aujourd'hui. Voilà, donc ce que nous dit aussi le GIEC, c'est par l'analyse de toutes les publications qui ont pu être faites dans le monde entier au cours de ces 5 dernières années, donc cette influence sur le climat. Donc ils ont distingué ce qui relevait de facteur principal et de ce qui relevait de contribution à. Et donc voilà, et donc sur la partie R, cette influence, donc, elle provoque le réchauffement donc, de l'air, mais aussi tout ce qui est réchauffement de la surface, et puis donc, elle contribue donc, à d'autres actions sur la vapeur d'eau, et puis ma diapositive est floue, alors c'est moi qui fatigue. Voilà. C'est flou.
C'est flou. C'est flou, C'est très flou. C'est peut-être mieux quand même. Alors, donc, au niveau donc, des océans, donc, à la fois donc, sur l'augmentation du niveau de la mer, sur l'acidification, et puis donc, voilà, donc, sur ce, donc, vous voyez, donc, voilà. Donc sur donc, tout ce qui est donc, lié donc, aux aspects sur la glace, donc le permafrost notamment, donc la fonte des glaciers, donc tous ces éléments-là, donc chaque fois donc, avec une marque rouge, donc il n'y a aucun doute, c'est l'influence humaine qui provoque ces effets-là, et puis également au niveau des terres. Alors là, vous voyez qu'il y a beaucoup moins de marques rouges, donc ce qui est identifié, c'est le fait que la végétation pousse plus vite, donc ça a été évoqué à différents moments cet après-midi. Donc voilà, donc toutes les publications qui permettent aujourd'hui d'établir ces éléments-là. Alors, autre élément très important qui avait été cité également en début d'après-midi, c'est que le changement climatique rend les événements extrêmes plus fréquents et plus graves. Et donc le GIEC s'est intéressé donc, à 5 types d'événements, donc que ce soit donc, les chaleurs extrêmes, les fortes précipitations, les sécheresses, les conditions qui sont propices aux incendies, et puis donc, ce qui relève sur les océans. Alors la façon de présenter les éléments par le GIEC, donc c'est toujours, le GIEC, ils ont toujours des représentations qui sont très riches, mais qui ne sont pas forcément immédiates à saisir, donc il faut un petit peu de temps là, pour s'arrêter. Donc là en fait, c'est le globe là, qui est représenté, donc vous avez ici l'Afrique, vous avez ici l'Europe, l'Asie, donc vous avez ici l'Amérique. Ils ont découpé donc ce globe en différentes grandes zones régionales, et donc pour la France, on est dans 2 zones. On est dans West Central Europe et on est dans Méditerranée, on est ici. Et donc selon que l'effet il est avéré ou pas, donc on a un différent nombre de points hein, qui précisent donc le degré de certitude qu'il peut avoir là-dessus. Alors vous voyez donc c'est le diagramme sur les vagues de chaleur qui est ici, donc on voit que les vagues de chaleur donc, sont bien plus fréquentes et plus intense, hein, donc que la zone Europe est bien concernée par ce phénomène-là. Mais ça, bon, je pense que vous le saviez, c'est pas vraiment une surprise. Donc, sur les fortes précipitations, donc là, on voit par contre qu'il y a plus d'incertitudes selon les zones de la planète. Donc, on a un élément, un seul. Donc, on a une confiance modérée là, sur le fait que les précipitations extrêmes aient augmenté donc, sur la partie ouest centrale Europe. Sur la Méditerranée, j'y reviendrai après, donc il n'y a pas de consensus, hein, parce que la zone Méditerranée, ça intègre donc, nos côtes à nous, mais aussi les côtes d'Afrique du Nord, et on a des signaux qui sont un peu différents selon les différentes zones. Et puis donc en termes de sécheresse, donc on voit qu'on a des signaux d'augmentation des sécheresses, notamment sur les zones méditerranéennes. Donc voilà. Donc bien sûr, donc, le GIEC travaille sur les émissions futures qui vont entraîner donc, systématiquement un réchauffement supplémentaire, donc ce que je vous disais en introduction. Donc on voit aussi que finalement ce seuil de 1,5 degré là, donc, dont on parle beaucoup, il va être atteint au cours après les années 2030, aux alentours des années 2030, hein, donc ça va être très difficile de ne pas arriver à ces valeurs-là. Et puis on voit que le seuil de 2 degrés, donc peut-être sur lequel il pourrait encore avoir des incertitudes, mais ça nécessiterait de prendre des actions très très fortes, donc ça n'en prend pas le chemin, ou alors j'ai pas suivi l'actualité de cet après-midi, mais sinon... Et donc ce seuil de 2 degrés, ben, il nous attend aux alentours des années 2050, hein, ça veut dire donc ça arrive assez vite. Et puis après, vous avez la suite des émissions. Et ce que dit le GIEC, c'est que chaque fraction de réchauffement planétaire supplémentaire amplifie les changements dans chaque région. Et donc, il y a cette représentation donc, avec donc, ce que c'est qu'une Terre. Donc, alors, la première ligne, c'est les températures. La deuxième ligne, ce sont les précipitations. Et une Terre à plus 1 degré, de voir comment se situent les structures de hausse de température. Et puis, pour les précitations, il y a des hausses et il y a des baisses. Hein, vous voyez, donc tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et puis, donc, dans un monde à 2 degrés, dans un monde à 4 degrés, vous voyez donc qu'au fur et à mesure, donc, les couleurs deviennent de plus en plus fortes, qui montrent donc des signes de plus en plus intenses, et tant pour les hausses que les baisses, notamment pour les précipitations, donc avec une accentuation des problèmes déjà existants.
Et puis donc, ce que dit aussi le GIEC et qui est très important, c'est que cette hausse du réchauffement intensifie le cycle de l'eau globale, sa variabilité, donc ça c'est pour, si on revient à notre problématique agricole, donc c'est évidemment un sujet très important. Ça renforce la sévérité des saisons, donc là aussi ça a été évoqué par les collègues de l'INRAE en début d'après-midi, et puis donc à la fois donc, avec des événements très humides et des événements très secs. Alors voilà, donc là j'ai pris quelques éléments là, qui étaient dans le résumé pour les décideurs. Il y a beaucoup plus, il y a des choses vraiment très intéressantes, donc voilà, si vous avez le temps, donc allez regarder, notamment donc, ce qui a été créé, c'est un atlas interactif qui vous permet pour toutes les zones du monde de voir un petit peu les évolutions des différents paramètres. Il y a des fiches régionales, donc là aussi c'est des éléments nouveaux qui permettent de voir donc, la synthèse finalement bibliographique des évolutions attendues pour différentes zones, donc, notamment donc, pour la zone Europe, incluant la France et la zone Méditerranée. Donc c'est une mine d'informations vraiment très importante sur l'état des connaissances sur le changement climatique, donc observé et à venir. Alors où est-ce qu'on en est en France? Donc là aussi je pense que le sujet il est à peu près bien connu aujourd'hui. On a un réchauffement de l'ordre qui est estimé de l'ordre de 1,7 degré, 1,8 degré depuis 1900. Donc depuis 1900, c'est la période sur laquelle on a un indicateur thermique qui permet d'avoir une vision spatiale régulière sur la France, et puis qui s'appuie sur des données qui ont été homogénéisées, donc sur lesquelles on a éliminé les artefacts qui n'étaient pas liés au climat, qui seraient liés notamment au changement de site ou au changement de capteurs de mesure. Donc voilà, donc là, on a cette hausse des températures et puis qui s'est énormément accentuée depuis les années 60, puisqu'on a 1,5 degré depuis les années 60. Et puis donc les années les plus chaudes, sans surprise, elles se sont produites donc, ces dernières années, donc que ce soit au niveau mondial ou au niveau France. Ce n'est pas exactement les mêmes années, mais c'est vraiment le même signal. Donc en France, l'année la plus chaude c'est 2020, devant 2018, devant 2014. Donc voilà, les 3 années les plus chaudes depuis 1900 se sont produites donc, au cours des 6 dernières années. Et alors cette hausse des températures, alors vous voyez qu'il y a quand même c'est pas une courbe régulière, hein. On voit donc cette accélération, donc je vous ai dit qui était sûrement liée donc, aux effets des aérosols, et puis donc il y a aussi une variabilité parce que à l'échelle de la France, donc il y a les effets de mode de variabilité, notamment le mode de variabilité nord-atlantique de l'AMV, la variabilité donc de température de l'océan qui influe beaucoup sur les températures de la France. Et donc les températures, ce sont les températures de l'été qui se sont le plus réchauffées, donc c'est le même graphique depuis 1900, puis on voit l'année 2003 qui reste toujours une année exceptionnelle en termes d'été, mais on voit que bon, les étés récents, là, notamment de 2018, commencent à s'en rapprocher sérieusement, puisqu'en 2018 on avait 3 degrés, on était à 1 degré de 2003 qui était vraiment exceptionnel à ce moment-là, mais qui commence à devenir un petit peu moins. Alors toutes ces informations, elles sont sur l'application de Météo France qui s'appelle le climat AGD que je vous rappelle en dessous. Alors les précipitations, donc le signal lié au changement climatique, il est beaucoup plus difficile à identifier. Alors déjà, donc, si on moyenne les précipitations à l'échelle de la France, donc ça c'est le graphique que vous avez donc en haut à droite, et on voit qu'on n'a pas de tendance depuis les années 60. On a quelque chose qui marque une forte variabilité interannuelle, une variabilité décennale également. Donc on a des décennies plus chaudes, des décennies plus sèches, des décennies plus humides, mais on n'a aucune tendance donc, à l'échelle nationale. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tendance en France. Ça veut dire que la France est dans une zone de transition climatique et que finalement donc, on est au carrefour sûrement de 2 influences. Une influence à la baisse sur les zones méditerranéennes, une influence à la hausse sur l'Europe du Nord. Et quand on regarde donc, les cumuls de précipitations annuelles en France, donc en vert, donc là ce sont des stations qui sont représentées, des stations de mesure. On en a environ un peu plus de milliers en France qui ont été homogénéisées, donc, sur lequel, donc, qui ont été corrigées du point de vue statistique. En vert, donc, ça correspond donc, à des tendances à la hausse. En marron, donc, des tendances à la baisse. Et puis, donc, elles sont entourées de noir là, quand les tendances sont significatives. Donc là, c'est sur la période de 61-2012.
Alors, pourquoi est-ce qu'on ne les a pas remis à jour? Enfin, on va les remettre à jour prochainement, mais ce qu'il faut, c'est mettre à jour à la fois ces 1000 stations. Voilà, donc c'est ce qui prend du temps, donc ça prend environ 5 ans, et donc on va être bientôt en capacité de mettre à jour cette information-là. Mais voilà, mais on voit qu'on a quand même un signal avec une hausse majoritaire sur le nord du pays, une baisse qui est majoritaire sur le sud. Donc il se passe des choses quand même en termes de précipitations en France, mais il faut donc se méfier de la moyenne générale. Et puis par contre, donc attention, tout n'est pas lié au changement climatique, il y a aussi de la variabilité décennale. Et donc c'est ça aussi une difficulté d'arriver à séparer dans le signal ce qui relève du changement anthropique de ce qui relève de la variabilité. Voilà, et puis donc l'accentuation de la fréquence et de l'intensité des événements extrêmes. Alors si l'on considère donc les vagues de chaleur par exemple, donc où on a un signal qui est très fort en France, donc elles ont été multipliées par 3 depuis 1947. Alors en France, donc voilà, donc donc sur ce diagramme qui est issu de Climat HD, donc celles donc avant 1983 sont en orange, celles après sont en gris. On voit qu'on en a 3 fois plus, même ça peut être même un petit peu plus, 3 fois et demi plus, et qu'en plus donc les événements les plus importants se sont produits après. Donc cette forme de représentation, donc en abscisse c'est la durée des événements. En ordonnée, c'est la température maximum qui a été observée, la température moyenne quotidienne qui a été observée. Et puis la taille de la bulle, c'est la sévérité de l'événement, donc c'est 2003 qui est l'événement le plus sévère de référence. Alors sur les autres types d'événements extrêmes, on a des événements de pluie extrême qui sont plus intenses. Donc ça a été démontré pour la zone méditerranéenne, donc française, chez nous. Hein. Donc c'est pas vrai pour notamment donc l'Afrique du Nord, méditerranéenne. Et donc il y avait eu un papier qui avait travaillé sur la période 1961-2015 qui parlait d'une hausse de 20%. Donc en fait là aujourd'hui on est plutôt sur une hausse de 15%. Vous voyez donc selon les périodes donc, et selon les événements d'une année à l'autre, on peut avoir donc des valeurs qui évoluent légèrement, mais on a toujours cette tendance à la hausse. Alors on l'a sur les régions méditerranéennes, on l'a aussi sur différentes régions du nord de la France, notamment donc la Bretagne, ça a été démontré, sur centre-Val de Loire, je crois, et puis également sur le nord-est de la France. Et donc, et puis vraisemblablement, donc ce signal il existe partout, simplement c'est les observations qui aujourd'hui donc ne nous permettent pas de le démontrer. Ça ne veut pas dire que le signal n'existe pas. Et plus de sécheresse des sols également, donc à l'échelle de la France. Donc là, on représente le temps passé en sécheresse. Donc ce sont les différentes années depuis 1959. Et là, c'est le temps passé en sécheresse au cours de l'année. On intègre à la fois donc spatialement la superficie nationale qui était en sécheresse et le temps de cette sécheresse. Et on voit donc que l'on a des événements. Le temps passé en sécheresse qui a été multiplié par 2, donc à l'échelle France. Et donc quand on est sur certaines régions, donc comme l'Occitanie, on est plutôt sur des facteurs 3 sur cette hausse des sécheresses des sols. Donc voilà, donc des signaux tout à fait clairs. Et puis donc si on va sur des aspects plus liés à la ressource en eau, élément qui est indispensable pour l'agriculture, donc on va considérer donc une grandeur donc, que vous connaissez, donc, qui est l'évapotranspiration potentielle, qui est donc qui intègre à la fois donc l'évaporation du sol et l'évaporation de la végétation, alors celle de gazon irrigué, et donc c'est-à-dire ça maximise l'évaporation, donc l'évapotranspiration que l'on peut avoir, et donc ça se calcule essentiellement donc avec des variables météorologiques, et puis après donc on peut le comparer à l'évapotranspiration réelle, qui intègre donc la végétation réelle et son état hydrique, et qui est généralement issu de travaux de simulation, de modélisation. Alors ce que l'on voit donc depuis les années 60, donc c'est le graphique du haut, c'est que l'on a cette hausse de l'évapotranspiration donc en France, de l'ordre de 20% à peu près. On a une hausse de l'évapotranspiration réelle également, mais qui est un petit peu moins forte. Et cette différence entre les deux, ben ça signifie que le sol est en train de s'assécher en France, puisque donc finalement donc, il n'y a pas suffisamment d'eau dans le sol pour évaporer autant qu'il voudrait. Et donc il y a une limitation donc, par
l'état du sol, et donc on pourrait le montrer aussi, donc le sol s'est asséché sur cette période-là de l'ordre de 5 à 6% à peu près de son contenu en eau du sol. Et si on regarde donc les précipitations efficaces, donc la différence entre le cumul de précipitations et puis l'évapotranspiration réelle, qui correspond finalement à l'eau qui est disponible, et bien cette eau, donc, elle aussi, elle est en baisse d'environ 10% depuis les années 60, donc avec des années particulières bien sûr de sécheresse. Et là aussi, ça nous donne un signal fort sur l'eau qui est disponible donc, pour toutes les activités, y compris l'agriculture. Alors donc maintenant, comment aborder le climat futur? Alors donc le GIEC, il considère donc différents scénarios socio-économiques qui sont travaillés donc avec les économistes pour arriver à avoir des scénarios qui soient réalistes sur l'évolution de notre monde, mais que l'on va traduire finalement en émissions de CO2 finalement. Donc quel est le résultat des différentes négociations internationales, comment le monde collabore ou ne collabore pas, met au point de nouvelles techniques pour maîtriser ces émissions ou ne les met pas en œuvre. Et donc il définit différents scénarios qui se traduisent donc au final par un forçage radiatif supplémentaire. Et donc RCP pour Relative Concentration Pathway, des scénarios de concentration, et ensuite donc les valeurs que l'on met derrière. Ça indique donc le forçage radiatif supplémentaire donc, qui est provoqué par nos émissions de CO2, et donc 2,6 watts par mètre carré, 4,5, 6 ou 8,5. Et ce sont donc ces scénarios économiques qui vont finalement donner des éléments d'entrée au modèle de climat sur la composition de l'atmosphère, et c'est à partir de là que les modèles de climat vont travailler. Ça intègre du CO2, mais ça intègre aussi du CH4, enfin tous les gaz qui contribuent à l'effet de serre que l'on a évoqué précédemment. Donc nous, pour construire ce jeu Drias 2020, on a considéré 3 scénarios d'évolution. Donc le RCP 2.6 qui correspond, vous voyez, à une neutralité carbone donc, après 2050 et une réduction de nos émissions après 2020. Donc c'est pas tout à fait notre trajectoire actuelle. Donc celle des émissions des États, donc c'est aujourd'hui des engagements des États, ça correspond à du RCP 4.5. Et puis donc il y a un scénario RCP 8.5 qui correspond à une poursuite des émissions, en fait au niveau actuel, puisqu'en fait on en est toujours assez proche de cette courbe de RCP 8.5, même si on pense que de toute manière, donc en moment on risque de manquer de carbone, nous dit le GIEC, et que suivre cette courbe, donc ce scénario RCP 8.5, il est considéré comme un scénario qui devient pas vraiment réaliste à l'avenir. Donc c'est vraiment un scénario du pire, mais plutôt ce que dit le GIEC, c'est que c'est un scénario du pire qui pourrait arriver donc avec des rétroactions, notamment autour du permafrost, donc il faut avoir en tête. Donc c'est pas un scénario dans lequel ce seraient les émissions humaines directes qui seraient cause, mais il y aurait qui en serait la cause principale, mais il y aurait des rétroactions qu'on ne serait pas capable de contrôler. Donc il est important à considérer ce scénario du pire, mais ça ne correspond pas, c'est pas uniquement celle du non-contrôle de nos émissions. Alors, donc nous, au niveau français, donc on a fait une sélection de simulations climatiques régionalisées, donc on s'appuie sur un jeu qui est défini à l'échelle de l'Europe, qui s'appelle Eurocordex, de simulation régionale. Donc on a des modèles globaux, vous voyez, qui tournent sur l'ensemble de la planète. Et puis ensuite, au niveau des différents continents, on a des exercices de régionalisation. Donc on a des modèles qui sont à aire limitée et qui bénéficient finalement de l'information en dehors de sa zone du modèle climatique global. Donc ce sont les meilleures simulations. Donc là, on est sur des résolutions de 150 km à peu près. Et là, on est sur des résolutions de 12 km qui permettent de représenter beaucoup plus finement donc, le relief et les écoulements. Donc ce sont les simulations issues de ce scénario Eurocordex que l'on considère, et puis nous après on les ajuste sur la France, on corrige des biais du modèle, et donc ça nous permet d'arriver à 8 km. Donc voilà, donc au départ on part donc sur nos modèles globaux, donc on avait 34 modèles globaux, alors qui étaient liés de l'exercice précédent d'intercomparaison en appui donc, au 5e rapport du GIEC. On sélectionne donc les meilleurs modèles globaux sur l'Europe. On sélectionne ensuite des couples GCM, des couples donc avec des modèles régionaux. Et ces couples, donc, on les sélectionne, c'est pour
représenter, donc avec un jeu le plus réduit possible, des évolutions attendues possibles de la température et des précipitations sur la